il y a un truc qui dit vous ne démarrez pas votre centrale tant que vous n'aurez pas. Aujourd'hui, vous dites ça dans le pays, il dit bon, d'accord, je suis chez moi, et puis vous. Il y a quand même les audits de la Chambre de Vienne. Oui, mais là, c'est pas. J'en ai fait partie avec l'AIEA, je sais bien. Oui, mais c'est pas. Oui, non, mais l'AIEA a un pouvoir. Oui. Il n'y a pas un pouvoir à ce point-là. J'ai travaillé au titre de l'AIEA, évaluer les centrales nucléaires des pays de l'Est, et les rapports qu'on a pu faire, il n'y a personne qui nous a dit d'interdire les rapports. Et à l'époque de 89, oui, mais ils faisaient tourner leur réacteur quand même. Comment? Ils faisaient tourner leur réacteur quand même. Voilà. Ah oui, à l'époque de la Russie, on n'avait pas de pouvoir. Voilà, et bien c'est bien ça que je veux dire. On est d'accord. Je voulais dire que la fin de votre démonstration ne m'a pas du tout rassuré, que votre humour sur la centrale qui n'est pas plus, ou le nucléaire qui n'est pas plus dangereux qu'une pomme de terre ou qu'une côte de veau, tout ça, ça ne me rassure pas du tout. J'ai jamais dit ça. Je trouve, non, mais cet humour sur les becquerels, il y en a partout, tout ça, ça me rassure pas. J'ai dit qu'il faut qu'on ait des bases, il faut qu'on ait des bases. Je vais fermer un petit peu, continuer un petit peu mon intervention. Ça ne m'a pas rassuré du tout. Comme vous, je suis un citoyen, comme vous, j'ai une conviction intime. Moi, ma conviction intime, c'est qu'on peut se passer du nucléaire dans le monde. 2,5. Les chiffres, vous en avez donné une avalanche, je vais en donner qu'un simplement. L'énergie nucléaire actuellement dans le monde ne représente que 2,5% de l'énergie totalement consommée. 2,5% de l'énergie. Je ne parle pas d'électricité, je parle de l'énergie. On peut s'en passer. Je ne vais pas parler bien sûr de la partie fonctionnement, mais toute la première partie sur les perspectives pour 2050, tous ces chiffres sont absolument contestables et contestés par un certain nombre d'autres gens qui font d'autres prospectives, localement, il y a un collectif, là c'est une information que je donne à tout le monde, hein, localement il y a un collectif Sortir du nucléaire, pays de Saint-Malo qui existe, hein, qui attaché au réseau Sortir du nucléaire, www.sortir du nucléaire. Ce collectif organise bientôt, à l'occasion de l'anniversaire de Tchernobyl, 3 initiatives. Un covoiturage vers Flamanville le 23 avril, puisque les entités nucléaires de Basse-Normandie, et il y en a manifeste à Flamanville le 23 avril, un rassemblement à Saint-Malo le 25 avril. C'est peut-être pas l'objet, excusez-moi, mais... Bon, si chacun va se faire la publicité pour son parti pris, son parti, etc. Chacun son opinion, monsieur. Ah oui, mais enfin bon... J'ai été attentif à l'ensemble de la... Merci. Oui, il y a une question aussi. Une seule question. Moi, je suis en faveur du nucléaire. Mais la seule chose qui m'étonne aujourd'hui, c'est la notion du démantèlement. Est-ce que le prix de revient du kilowattheure le comprend? Parce que le démantèlement des centrales nucléaires, ça ne va pas être gratuit. On voit le cas de Bonilis, qui met quand même beaucoup de temps. Je sais, c'est la première dont on se fait son expérience, son retour d'expérience et autres. C'est tout à fait logique. Mais mettons assez d'argent, combien ça va coûter? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on a la provision pour? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on provisionne, dans la nature qui ne l'est pas suffisamment. Je ne dis pas qu'il a tort, je ne dis pas non plus qu'il a raison. Ce qui est certain, c'est qu'on provisionne aujourd'hui dans le prix du kilowattheure dans ce que vous payez, il y a une partie de cet argent qui va en provision pour effectivement le démantèlement. Le démantèlement coûte très cher, c'est clair, hein, mais il y a une partie provisionnée quand même. On a prévu 15 milliards d'euros, exactement. Il n'y a pas beaucoup d'industries, si vous voulez, en France, où dans ce que vous achetez, vous provisionnez déjà pour le démantèlement. C'est bien qu'il y a démantèlement et démantèlement, mais oui, 15 milliards d'euros. Bon, après, on peut dire, bon, c'est pas suffisant, mais Il faut compter 1 milliard déjà d'euros par centrale. Oui, alors il faut compter 1 milliard d'euros par centrale lorsqu'il n'y a pas eu d'accident. Quand c'est des trucs comme Fukushima, là, c'est autre chose. Hein. Alors attendez, il y avait monsieur au bout là-bas. Vous avez parlé de stockage des déchets. Vous avez évoqué ça, puis vous avez dit on en parlera après. Oui, vous avez raison de poser la question. Alors en fait, en réalité, alors déjà il y a plusieurs choses. La première, c'est que vous avez plusieurs philosophies, je dirais. Il y en a une qui est celle qui est utilisée aujourd'hui, qui est de vitrifier ces déchets, hein, et puis de les stocker après dans des puits, grande profondeur, etc. Alors, bon, déjà, il faut trouver des sites. Alors, sur le coup, on n'a pas.
En revanche, vous avez un axe sur lequel j'ai travaillé, qui est l'axe qu'on appelle séparation-transmutation. Alors ça veut dire quoi transmutation? Ça veut dire que cette propriété de radioactivité de se transformer en une propriété du noyau. Si votre noyau il a une durée de vie, mettons, d'1 million d'années, mais si vous êtes capable de le transformer en injectant une autre particule, en envoyant une autre particule autre, et que le noyau résultant a une durée de vie beaucoup plus courte, là vous y gagnez. Seulement pour faire ça, évidemment, il ne faut pas avoir le mélange de tous les éléments, il faut les avoir séparés un par un, de façon à pouvoir après faire cette transmutation. Donc moi j'ai travaillé là-dessus. Alors je dis souvent que, en réalité, quand on regarde bien, le souci industriel, et ça fait 40 ans que je me bats avec les industriels là-dessus, donc ils savent très bien ce que je pense. Je me suis battu pour qu'il y ait le mot réversibilité, vous avez peut-être entendu ça, le premier qui a parlé de réversibilité dans le nucléaire, c'est moi. Et à l'époque, je me disais, on avait du mal. Bon. Aujourd'hui, on dit qu'il faut la réversibilité pour toujours pouvoir revenir en arrière. Et on a travaillé du coup dans mon labo beaucoup là-dessus. On a le labo à peu près 140 brevets, vous voyez, donc c'est quand même pas mal. Pas tous là-dessus, il y aura un niveau de mer, vous avez parlé des fameuses résines de décontamination, etc. Mais il y en a une partie sur ces séparations. Et moi, ce que je pense, c'est que on peut revenir, si vous voulez, à une radioactivité naturelle. Alors, non déplaise, bon, on est dans la radioactivité naturelle, et être revenu en 300 ans. Voilà. C'est-à-dire, si vous arrivez à avoir un procédé qui dit dans 300 ans, je serai revenu à la radioactivité naturelle, vous êtes crédible. Et si vous dites on va gérer ça pendant des millions d'années alors qu'on sait très bien qu'on ne l'a jamais fait, vous n'êtes pas crédible. Ou du moins, on a du mal à l'imaginer. On peut imaginer qu'on fait en 300 ans parce qu'on l'a déjà fait. Je disais une fois dans une conférence, parce que je revenais de là, et c'était juste après le mois de mai 2010. Et donc, on venait de célébrer, parce que c'est pas fêté, célébrer le 400e anniversaire de l'assassinat d'Henri IV, 14 mai 1610. Rue de la Ferronnerie, qui s'appelle à l'époque rue d'Arbre Sec, au numéro 11. Et je disais, mais franchement, 400 ans après, les acteurs, ils reviennent là. Ravaillac, le roi, les écuyers, etc. Eh bien, ils ne sont pas dépaysés. La rue, elle n'a pas changé. 400 ans, la rue, elle n'a pas changé. Elle était étroite, elle est toujours aussi étroite. Il y avait des immeubles de 3-4 étages, il y a toujours des immeubles de 3-4 étages. C'est une rue piétonne, donc il n'y a pas de voiture. Vous me direz que les voitures sont pas loin derrière, mais bon, globalement, en plus on voit les Tuileries donc, dans le fond, enfin je veux dire, voilà, 400 ans, c'est rien, on peut dire qu'on sait gérer. Or ça, c'est une solution qui est possible. Et je pense que c'est vers ça qu'on s'orientera dans l'avenir. Voilà. Mais le problème des déchets est un vrai problème. Oui. Cette énergie qui reste dans ces déchets, on ne peut pas s'en servir comme énergie pour à nouveau alimenter autre chose. Alors, oui et non. C'est vrai qu'il y a un peu de chaleur, mais c'est pas beaucoup. Il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Déjà, quelques années après, si vous voulez, une simple convection naturelle, là où vous stockez pourtant le tout, ça suffit pour les refroidir. Donc là, il n'y a même plus d'eau à faire circuler. Même pas d'ailleurs de l'air. Vous voyez, on va pas faire circuler, la convection naturelle suffit. Donc c'est pas grand-chose. Non, mais franchement, on peut... Et il y a dedans aussi des métaux précieux qu'on pourrait récupérer, comme le rhodium et le palladium, par exemple. Donc, il y a des choses à faire. Je pense que... Alors, ce qu'on dit toujours, c'est que ce que me disent les industriels, si vous voulez, c'est qu'on a l'impression qu'il faut qu'ils bouclent à leur génération, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas... moi, je dis, mais... Parce qu'on me dit, est-ce que vous savez faire? Je dis, non, je ne sais pas tout faire, là, mais mes enfants, mes petits-enfants sauront faire. Je dis, nous, les profs, on a des élèves, il arrive que les élèves, ils dépassent le maître, on n'est pas jaloux, au contraire, on est fiers, on dit, on est peut-être pour quelque chose, ils savent faire des choses que moi, je ne savais pas faire. Bon. Et donc, les générations qui viennent sauront faire. Et on a l'impression qu'il alors, hop, du coup, on vitrifie tout ça, en disant, vous voyez, j'ai réglé le problème. À mon avis, on n'a pas réglé le problème. Alors, effectivement, moi je ne peux pas répondre à la question complètement, je ne sais pas faire non plus. Mais je dis, on pourrait laisser de côté pour que les générations qui viennent arrivent quand même à faire des choses. On a fait des progrès en 100 ans quand même. Si on monte 100 ans en arrière, en technologie, on est loin. Bon, dans tous les domaines. Donc, mais le problème des déchets est en dehors de ce qu'on peut trouver là, effectivement à la suite de ces accidents, le problème des déchets est un vrai problème qu'il faut qu'on règle. Oui. C'est prévu dans la loi, la gestion des déchets. C'est ce qui s'appelle l'axe 1, le premier axe c'est ça, c'est séparation, transmutation. Donc ça c'est un axe effectivement qu'on peut développer.
Une autre question. Oui, Et simplement, ce n'est pas des questions, mais plutôt des informations. je vous en prie. C'est, premièrement, le réacteur EPR, il y a plus de 15 ans, on a fait les études Ah oui, 92, avec les Allemands. le début. Et il y a eu beaucoup de réunions, et tout ce qui était ingénieur, études des Allemands, ils ont regretté que l'Allemagne ait abandonné. Ouais. Deuxièmement, le recombinaire d'hydrogène, très important pour les stations centrales, et les centrales qu'on a exportées en Afrique du Sud, la Corée 9-10 et les premières centrales de Chine avec transfert technologique, on leur a vendu un recombinaire, enfin, Framatome leur a vendu un recombinaire. Et ce qui est important aussi, je pense à noter, c'est quand même que la France avait opté pour le pressuriser et avait abandonné le bouillant, Totacoc et Coq à l'époque, et aujourd'hui on n'a que du pressurisé, et les Japonais, je pense que tout leur part, Moitié-moitié. moitié-moitié, c'est ça. Alors, ce qui est curieux, je ne sais pas pourquoi, si un jour je peux poser la question à un japonais, je poserai, c'est que toute la partie, alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y en a deux, trois, hein, mais globalement, tous les réacteurs eau bouillante, ils sont sur la côte est, et les réacteurs pressurisés sont sur la côte ouest. Alors, c'est pas vrai, vous retrouverez deux, trois bouillants d'un côté, deux, trois pressurisés d'un côté, mais, alors je ne sais pas pourquoi, je vous poserai la question un jour, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais à l'époque, il y avait le conflit Babcock, Ah oui, bah oui. bouillant et Framatome, le pressurisé. On a opté pour le pressurisé, il semblerait que, enfin, en tout cas, les réacteurs français, puisqu'ils sont calculés pour tenir au séisme, a priori, sur le plan tenu au séisme, on a l'aspect tenu aux inondations, a priori, ils sont assez fiables. Sauf au Blayais, hein. Sauf au Blayais. Sur le plan tenu aux Blayais. Ah ben, on peut dire, oui. Non mais la centrale qui était la plus proche, la centrale qui était la plus proche de l'épicentre qui était au Nagawa, il ne s'est rien passé. Les trucs étaient surélevés. Donc le schéma que je vous ai donné tout à l'heure, le réacteur qui s'arrête, parce que alors, les barres elles montent, elles ne tombent pas, mais bon, le réacteur s'arrête, les diesels se déclenchent, etc. Tout va bien. Ben, le tsunami est arrivé peut-être même bien plus fort, puisqu'il était à